Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TV 78. Nous sommes le mercredi 13 septembre, les titres de cette édition. Ce sera officiel ce soir, sauf grande surprise, Paris devrait obtenir l'organisation des Jeux Olympiques 2024. Pour fêter cette attribution, une soirée spéciale se déroule en ce moment même au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Nous serons sur place dans quelques instants. Lutter contre la disparition des commerces de proximité, c'est le but de Ma Boutique à l'Essai, dispositif initié par le Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Le premier local du genre en Ile-de-France vient d'être inauguré à Manille-les-Hameaux. Il s'agit d'un salon de coiffure. Et puis c'est un rendez-vous phare chaque année. Les 16e rencontres de la Sens se tiennent de vendredi à dimanche. 3 jours dédiés à l'éthologie. On en parle avec Anne de Sainte-Marie, directrice du Haras de la Sens. Et nous prenons tout de suite la direction du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Retrouvez notre envoyé spécial Mickaël Elmidoro. Alors l'enceinte fête ce soir les JO 2024 qui devraient être normalement, sauf retournement de situation, attribués à Paris. Et l'annonce officielle, Mickaël, est imminente. Alors on n'est plus qu'à 2 petites heures de l'annonce du CIO à Lima. L'effervescence monte ici au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, ils sont de plus en plus nombreux à venir ici se rassembler pour partager ce moment historique. Et les sportifs sont également impatients. Je suis avec Quentin Lafargue, le pistard de l'équipe de France. Quentin, vous avez hâte d'avoir la décision finale du CIO, même si on sait plus ou moins que la France devrait obtenir les Jeux Olympiques. Oui, hâte de découvrir finalement l'annonce officielle. On a suivi cette candidature plus ou moins de près, finalement, nous les athlètes équipe de France. Et voilà, on est ravis de l'issue qui se précise et du fait que voilà, on risque d'accueillir les Jeux en 2024 à Paris et surtout ici à Saint-Quentin en Yvelines. Ça, c'est génial pour nous. On a un vélodrome d'exception ici, donc on a hâte de vivre ce bon moment. Qu'est-ce que ça représente les Jeux Olympiques pour un sportif? Vous avez participé au dernier JO, vous avez participé à des grandes compétitions. Qu'est-ce que ça représente pour les Jeux Olympiques pour un sportif? Alors les Jeux pour un sport comme nous, une discipline comme nous un peu amateur, c'est la plus grande compétition à laquelle on puisse participer. Donc c'est voilà l'objectif d'une carrière, l'objectif de chacun d'entre nous. C'est un des plus grands événements sportifs au monde. Donc clairement voilà, c'est un rêve pour tout un tas de jeunes sportifs aussi. C'est vraiment une compétition que quand on fait du haut niveau, on cherche à vivre. D'autant plus si ça se passe en France, c'est encore l'effervescence est encore plus importante et voilà, l'excitation est encore plus importante. L'effervescence, on la sent justement aujourd'hui dans cette journée spéciale JO ici au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Comment vous l'avez vécu cette journée du coup en tant que sportif? Du coup, on a nous fait découvrir un peu notre lieu d'entraînement. Il y a eu beaucoup de passages ici au Vélodrome de Saint-Quentin tout au long de la journée. Beaucoup de jeunes qui sont venus découvrir la piste et puis tout un tas de sports olympiques, le badminton, il y avait du judo aussi au milieu. Donc on était ravis de pouvoir accueillir cette journée ici au Vélodrome. Et puis voilà, on attend l'annonce. Donc il ne reste plus, Grégory, que 2 petites heures avant l'annonce officielle du CIO à Lima. Merci Mickaël et merci à Quentin Lafargue. Vous restez sur place pour vivre cette soirée. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Et la fête a démarré plus tôt dans l'après-midi au Vélodrome national avec, comme vous le voyez sur ces images de Patrick Jacques de Dixmude, un grand flash mob dans la fosse de l'enceinte, réalisé par les enfants des écoles du territoire. Nombreuses animations au programme, séances de dédicaces en présence de sportifs tricolores ou encore démonstration de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Plus de 850 jeunes scolaires ont envahi d'ailleurs l'écrin saint-quentinois pour soutenir la candidature de Paris au JO 2024. Les athlètes en herbe ont pu s'essayer à une vingtaine de sports. Mickaël Elmidoro les a suivis. L'effervescence des Jeux Olympiques a frappé le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines ce mercredi 13 septembre à quelques heures de l'annonce officielle du CIO sur l'attribution des JO à Paris en 2024. Parmi les temps forts de cette journée, 850 enfants sont venus de toute la région pour participer à une quarantaine d'ateliers sportifs. Aujourd'hui, c'est très très important d'associer les enfants à cet événement parce que les enfants, c'est l'avenir, c'est l'aventure olympique qui commence. Pendant l'ensemble de la journée, les enfants âgés de 7 à 13 ans ont pu tester entre 5 et 8 sports différents. L'escrime, on a déjà vu à la télé, mais on n'a jamais fait. Le golf,
Moi, tout ce que j'ai fait, c'est du mini-golf. C'est bien parce qu'il y en a que j'ai jamais fait, que je vais découvrir et il y en a que j'ai déjà fait, mais du coup ça va me permettre de m'améliorer. Les enfants ont également pu rencontrer une dizaine de champions français, parmi eux Thomas Levé, ancien golfeur professionnel. Le sportif a animé des mini-ateliers sur le thème du golf. Moi, comment j'ai commencé le sport, c'est en rencontrant des champions. Parce que tout d'un coup, tu te dis, tiens, j'ai rencontré un tel, qu'est-ce qu'il fait comme sport? Tu t'y intéresses un petit peu plus, tu regardes les résultats et puis tu dis à tes parents, dis-moi papa, j'aimerais bien faire du judo par exemple, ou j'aimerais bien faire du golf. Les champions, ça aide toujours à passer le cap en se disant, tiens, je vais le faire le sport, j'essaie, j'aime bien et allons-y. Thomas Levé suscitera peut-être lui aussi des vocations chez les jeunes scolaires, mais avant de penser à remporter une médaille d'or au JO, il faudra encore travailler son swing. Il n'y a pas que Saint-Quentin en Yvelines qui est à la fête aujourd'hui. Versailles aussi organisait des animations pour les enfants. Une journée olympique que vous découvrez sur ces images de Nicolas Kirillovitz. Si les JO 2024 à Paris sont bien confirmés ce soir, la ville yvelinoise accueillera les épreuves de sport équestre et de pentathlon moderne, ainsi que de cyclisme sur route. Plus d'une centaine de jeunes Versaillais étaient présents cet après-midi. Nous reparlons bien entendu des JO 2024, reportage, réaction et invités jeudi dans le 7-8 journal et dans le 7-8 débat avec Vanessa Meffla. C'est une première en 20 ans. La consommation de viande a baissé en France, tendance qui s'explique par la multiplication des régimes végétaliens. Ce mode de vie consiste à bannir de son alimentation les produits d'origine animale. Dans les Yvelines, le phénomène prend racine. Les établissements n'hésitent plus à bannir les hamburgers et les entrecôtes de leur menu au profit des lentilles et des salades. Reportage de Mickaël Elmidoro. Bonjour madame. Je viens chercher donc ce que je vous ai demandé par téléphone. C'est parfait, c'est déjà tout prêt. Ça vous attend, voilà. Premier client de la journée pour Mathieu Museux dans son food truck à Rambouillet. À 38 ans, cet habitant de Bullion s'est lancé en juin dernier dans le concept de la nourriture végane. Des recettes qui consistent à bannir les produits d'origine animale. Pour réussir son projet, il n'a pas hésité à investir près de 10 000 €. C'est un business qui est en train de naître, c'est une niche encore, et voilà, donc c'était effectivement plus intéressant et plus rassurant aussi que de se dire, voilà, je vais lancer un énième camion de pizza. Le restaurateur propose une carte qui évolue en fonction des saisons. Aujourd'hui, Mathieu propose des wraps de falafel, des croquettes de pois chiches. Là, c'est 100% vegan, il n'y a absolument aucune trace de produits d'origine animale, donc pas de lait, pas d'œufs, pas de beurre. Une recette qui fonctionne, ils sont une vingtaine à venir chaque jour devant son stand. On n'hésite pas à en parler autour de nous et c'est une grande découverte pour certains. J'ai des amis qui ne sont pas véganes, que j'ai invités dernièrement et qui sont vraiment appréciés du début jusqu'à la fin, quitte à lécher les plats. Si Mathieu a pour projet d'ouvrir un jour un restaurant vegan dans les Yvelines, d'autres ont franchi le pas. C'est le cas de cet établissement versaillais. Odette et Tristan Monvenou ont été les précurseurs de la cuisine végétalienne dans les Yvelines en ouvrant dès septembre 2015. On est vraiment très contents. Quand on a ouvert, on ne savait pas exactement à quoi s'attendre parce que ce type d'offre n'existait pas. On y croyait parce que nous-mêmes, on consommait ce genre de produits. Et on a tout de suite eu notre clientèle à nous. On a beaucoup d'habitués qui viennent régulièrement. Depuis le développement de la tendance végane, les deux trentenaires ont connu près de 20% de clients en plus. Aujourd'hui, ils servent 50 à 70 couverts par jour en semaine et plus de 100 le week-end. La mode touche même la jante masculine. Au début, ils ne venaient pas parce qu'ils sentaient qu'ils n'allaient pas être assez nourris. Aujourd'hui, ils se font plaisir et ils viennent. Aujourd'hui, on a des tables de 4 hommes. Et ça c'est génial. Pour répondre à cette hausse de la demande, ces deux Versaillais vont même déménager de leurs 30 mètres carrés rue de Satouré pour un établissement 2 fois plus grand dans le même quartier. Rendre la culture accessible à tous, volonté du nouveau magasin Cultura. Il a ouvert ses portes aujourd'hui au centre commercial Bel Air à Rambouillet. C'est le 76e magasin de l'enseigne en France et le 3e dans les Yvelines. 1500 mètres carrés dédiés à la lecture, aux jeux vidéo, à la musique, mais aussi aux loisirs créatifs. Une nouvelle offre culturelle qui permet également de booster l'économie locale. Propos recueillis par Aurélie Ronze. Nous sommes sur une base de 26 employés, dont une vingtaine qui ont été embauchés du bassin de Rambouillet, c'est-à-dire ce sont des Rambolitains ou bien habitent juste à côté de Rambouillet. Et nous escomptons embaucher encore quelques personnes les mois qui viennent pour la fin d'année, ou bien si notre activité a de l'essor, nous espérons augmenter nos effectifs.
Nous vous présentions le dispositif il y a quelques mois sur TV 78. La boutique à l'essai de Manille-les-Hameaux a depuis ouvert ses portes. Une coiffeuse profite de cette opération mise en place par le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Elle lui permet de bénéficier d'un accompagnement à la création de l'entreprise ou d'un loyer négocié. Cette boutique est une première en Ile-de-France et apporte aussi une réponse à la problématique de la disparition des commerces locaux en centre-ville. Écoutez sur ce sujet le maire de la commune au micro de Nicolas Kirillovitz. Les commerces, c'est du service de proximité pour les habitants, au même titre que les services publics. Plus on a de services de proximité pour les habitants, mieux les habitants peuvent vivre dans la commune. Donc c'est un enjeu fort pour une commune d'avoir ces commerces de proximité et de pouvoir les maintenir, surtout dans un environnement où on a beaucoup de grands centres-villes ou de grands centres commerciaux. Ces commerces de proximité évitent les déplacements et sont vraiment des services locaux directs pour nos habitants, pour bien vivre. Et cette première boutique à l'essai a ouvert ses portes le 29 juin dernier, un salon de coiffure dans le quartier du Buisson à Manille-les-Hameaux. Comment se sont déroulées les premières semaines d'activité? Le point avec Mathilde Demilly. Vous vous souvenez sûrement de cette pétillante coiffeuse qui avait vu son projet de salon de coiffure se réaliser grâce à ma boutique à l'essai. Elle nous ouvre ses portes quelques mois après son installation. J'ai bien travaillé, je suis très contente. Ouais, depuis le 29 juin, il y a eu les départs de vacances. Donc là, ça a super bien marché jusqu'au 15 juillet. Et puis petit à petit, ça s'est étiolé, les gens partaient en vacances. Mais tout le monde ne part pas. Donc franchement, j'ai très bien travaillé. Une concrétisation pour cette coiffeuse anciennement à domicile qui arrive doucement à fidéliser sa clientèle. Une installation nécessaire qu'elle bénéficie grâce à son projet de salon. Les premiers retours, j'ai déjà des gens qui sont revenus au bout d'un mois, donc ça, le but est de les fidéliser. Les gens sont contents parce que sur le centre commercial, ici, il n'y a que moi en tant que coiffeuse. Autrement, il faut aller au centre-bourg, qui est à 1 km, 1,5 km. Donc pour les gens qui ne sont pas véhiculés, ça rend service. Et il y a toujours eu un salon de coiffure au Buisson. Cette nouvelle chef d'entreprise cherche à présent à donner plusieurs coups de ciseaux pour recevoir à l'avenir encore plus de clientèle. Mes objectifs, c'est effectivement d'embaucher quelqu'un, qu'on bosse à deux, que ce soit sympa, puis l'avenir le dira. Une ambiance que cette coiffeuse veut amicale et sympathique pour que son salon perdure dans le centre de Manille-les-Hameaux. Nous vous avons parlé dans ce journal de la rentrée des classes, des parlementaires. En septembre, les livres aussi font leur rentrée. Quels sont les ouvrages à ne pas rater cette année? Sélection de Pauline Amiet. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Vous avez apporté avec vous 2 romans recommandés par votre librairie. Alors le premier, le titre, c'est By the Rivers of Babylon. C'est écrit par Kay Miller aux éditions Zuma. Peut-être un mot déjà sur l'auteur. C'est un auteur jamaïcain. L'auteur est jamaïcain, il est poète. Il a longtemps vécu en Jamaïque et maintenant il vit en Grande-Bretagne. Et là, il dresse un portrait de la Jamaïque des années 80 et qui est assez réaliste avec la Jamaïque en tout cas d'aujourd'hui. Ça n'a pas tellement évolué visiblement. Et qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans son roman? Alors déjà l'écriture, c'est assez propre aux îles francophones comme Haïti ou toutes les îles en tout cas très attachées à l'écriture. La Jamaïque en fait partie. On a peu d'auteurs jamaïcains aujourd'hui. En tout cas, c'est une écriture très poétique, très vivante et très vibrante. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on se fait une idée de la Jamaïque un peu comme une île de rêve, berceau du reggae, etc. Et c'est au contraire une île très violente, et notamment violente à cause des disparités à Kingston, sa capitale. Il décrit bien la réalité sur place. Oui, tout à fait. En fait, ça se passe dans un quartier pauvre de Kingston qui s'appelle Augustown et qui est essentiellement habité par des Rastafari, qui est une vraie religion là-bas, qui a une vraie culture et des principes et des idéaux. Et le développement de Kingston à l'international pour les touristes, etc., écrase peu à peu cette communauté. Et on suit le destin d'un petit garçon qui revient de l'école. Et sa grand-mère se rend compte que l'enseignant, par opposition au rastafarisme, lui a coupé ses dreads. Et c'est vraiment...
c'est une vraie attaque pour cette religion et pour cette communauté. Et elle va revenir sur toute l'histoire de la communauté Rastafari en Jamaïque et notamment à Augustown. By the Rivers of Babylon de Kay Miller, c'est aux éditions Zulma. Alors le deuxième ouvrage que vous avez amené ici en plateau, c'est Underground Railroad de Colson Whitehead et donc c'est édité chez Albin Michel. Alors pour situer l'histoire du roman, on est juste avant la guerre de sécession aux États-Unis, au 19e siècle. Alors ça, c'est un gros coup de cœur de la librairie et ça fait l'unanimité au niveau national et international. Il a reçu le prix Pulitzer et le National Book Award. Le dernier qui a eu ces deux-là, c'était Les raisins de la colère. Donc c'est plutôt de bon augure pour Colson Whitehead. On va partir sur les chemins de l'Underground Railroad, qui est alors... L'auteur s'est fait une petite image de ça. On lui a toujours parlé de ça étant enfant. Il est afro-américain et il a des ancêtres qui étaient esclaves. Et on lui parlait de ce chemin de fer qui, pour lui, effectivement, était sous terre. Ce qui n'est pas le cas. C'était un chemin de fer à l'air libre. Mais il part de ce principe-là. Et on suit le destin d'une jeune esclave qui s'appelle Cora, dont la mère a déjà réussi à s'évader, dont elle n'a plus de nouvelles. Et dans sa plantation où elle subit les violences et les attaques sexuelles du propriétaire, elle décide de s'enfuir avec un autre esclave. Et ils vont essayer de gagner l'Amérique libre, et en tout cas anti-esclavage. Ça ne va pas du tout se passer comme ils veulent. Parce que nous, on a une vision assez binaire de cette période-là, mais c'était pas anti-esclavagisme et pro. Les mentalités mettaient du temps à changer et elle arrivait un peu trop tôt. Et bien en tout cas, vous pouvez retrouver cet ouvrage à la librairie Le Pavé du Canal de Montigny-le-Bretonneux. Je rappelle ce titre, Underground Railroad de Colson Whitehead, et c'est édité chez Albin Michel. Merci Pauline Amiel d'avoir été avec nous, directrice de la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Et pour connaître les jours d'ouverture et tous les horaires de la librairie, rendez-vous sur le site internet du Pavé du Canal. Ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. Thème cette année, la jeunesse. 50 ans Yvelines a décidé de développer ce thème à travers les œuvres sociales. Un parcours en bus de Villepreux à Lévis-en-Nom va vous entraîner dans cette histoire. Mélanie Poquet et Camille Lambert. Que faire des enfants abandonnés, des jeunes délinquants ? Une préoccupation au XIXe siècle liée à la révolution industrielle, une paupérisation de la population. Le musée de la ville tend à la faire connaître. À Elancourt, un orphelinat, la fondation Méquignon, une abbaye et un lieu emblématique, sa chapelle. Qui dit abbaye dit forcément un lieu de culte, donc cette chapelle qui avait une pierre d'autel évidemment à la base où étaient célébrées des messes à laquelle assistaient les orphelins de l'abbaye. Et puis l'abbaye en elle-même était tenue par des bonnes sœurs, dirigées au départ par la sœur Gabrielle qui est cofondatrice avec l'abbé Méquignon de ce lieu. Donc cette chapelle, elle était vraiment centrale pour l'abbaye. C'était le centre du domaine et autour d'elle étaient les établissements d'accueil des enfants. L'abbé Méquignon, curé d'Elancourt, crée son orphelinat dès 1859. La fondation est reconnue d'utilité publique en 1866. Donc là, on va aller voir le CEFP, donc Centre de formation au métier du bâtiment de Villepreux. Donc ça, c'est l'affectation actuelle de l'école. Une idée de formation déjà présente 130 ans plus tôt. L'école d'horticulture Le Nôtre est fondée en 1882 sur le modèle des œuvres de Georges Bonjean, un juge qui considérait les enfants délinquants comme des victimes. Elle prendra le nom du célèbre jardinier de Versailles en 1896. Et elle fonctionnera jusqu'en 1963 comme école d'horticulture. Donc cette école, elle avait bien sûr des salles de classe comme toutes les écoles, mais surtout un parc et des serres pour apprendre aux enfants à jardiner et par là leur apprendre les vertus de la terre. Il y a tout aussi une idée que la terre est bénéfique par rapport à l'univers urbain qui lui est vicieux ou vicié. Un jardin à la française, un à l'anglaise, des serres. Il n'en reste aujourd'hui que ce bassin. Les journées du patrimoine battront le plein également du côté de Chevreuse. Le château, vestige du XIe siècle, le château de la Madeleine, vous accueille samedi et dimanche. Le programme avec Mathilde Demilly. On avait, voilà, c'était celle-ci la 2, et l'autre la 1.
Les journées du patrimoine approchent et le château de la Madeleine dans le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse se prépare à accueillir ses visiteurs. On est au sein de la cour du château de la Madeleine. Où va se dérouler donc, durant tout le week-end des Journées du patrimoine une reconstitution de campement médiéval. Donc un campement du milieu du XVe siècle qui sera mis en place donc, et qui sera animé par la compagnie Via Historiae. C'est une reconstitution de campement qu'on fait depuis plusieurs années et les visiteurs apprécient énormément cette animation. Là, il y avait un bâtiment, mais j'ai pas besoin. Il y aura les ballots de paille qui vont... Voilà, j'ai pas besoin de pouvoir rentrer. Une reconstitution qui mérite une bonne organisation pour recevoir les tentes qui abriteront des ateliers et des démonstrations de la vie au Moyen-Âge. En parallèle de ce campement se déroulera donc un atelier intitulé Patrimoine en poésie. Cette année, le ministère de la Culture a décidé de choisir comme thématique patrimoine et jeunesse, qui invite donc les enfants de 8 à 12 ans à écrire sur le patrimoine de la région. Des journées du patrimoine qui mettent à contribution petits et grands pour transmettre la culture historique des lieux le temps d'un week-end. Programme riche, vous l'avez vu, pour ces journées du patrimoine. À noter également dans vos agendas un classique tous les ans à la rentrée. Les 16e rencontres de la Sens se déroulent de vendredi à dimanche. C'est au Haras de la Sens à Rochefort en Yvelines. Avec moi en plateau pour en parler, Anne de Sainte-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du Haras de la Sens. Alors les rencontres de la Sens, ce sont 3 jours de programmation exceptionnelle. On va le voir dans un instant. C'est avant tout un événement dédié à l'éthologie. Qu'est-ce que c'est concrètement l'éthologie ? Alors l'éthologie, c'est la science du comportement des animaux en général et en particulier au Haras de la Sens des chevaux. Donc c'est des connaissances sur comment se comportent les chevaux au naturel qu'on utilise pour les éduquer en les respectant. Et cette méthode d'éducation, elle a été importée, il faut le dire, c'est en 1999, le fondateur du Haras de la Sens, William Kriegel, qui a donc ramené ce mode d'éducation depuis les États-Unis. C'est ça, c'est né aux États-Unis. C'est ça, oui. Aux États-Unis, on appelle ça natural horsemanship, et c'est se comporter avec les chevaux en prenant en compte leur comportement naturel. Et c'est vrai que ça a eu un grand succès en France et aujourd'hui, c'est très généralisé. Et pour se faire une idée, on le voit d'ailleurs, cette méthode d'éducation, l'éthologie, dans le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, c'est ça ? Tout à fait, voilà. C'est un film de Robert Redford. Alors le concept de ces journées, depuis 2 ans, il a changé un peu. Ces rencontres de la Sens, c'est de mêler l'équitation, l'éthologie et aussi les sujets de société. C'est une nouveauté depuis 2 ans. Tout à fait. Il y a 2 ans, c'était la question autour du bien-être du cheval, qui est une question générale sur le bien-être des animaux et la place des animaux dans notre société. Cette année, on a choisi l'éducation, donc l'éducation au sens large, donc dans la société, quelles sont les problématiques liées à l'équitation et à l'éducation, oui. Et en quoi le cheval peut contribuer à y répondre. Et après, plus pratiquement, comment on éduque des chevaux et des cavaliers. Et d'ailleurs, pour traiter cette thématique de l'éducation, il y aura un invité exceptionnel le samedi, c'est Luc Ferry, qui est un ancien ministre de l'éducation. Vendredi. Ça sera vendredi, pardon. Ça sera vendredi, oui. Tout à fait, oui. Mais oui, qui vient poser en fait les questions que se pose la société et avec un parterre de professionnels et de scientifiques, se demander, en fait, le cheval, il est entre la famille et l'école, en quoi il peut avoir un rôle de médiateur. Donc présence le vendredi de Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation. Donc c'est pour cette première journée des rencontres de la Sens. Il y aura également 2 autres personnalités, des comédiens qu'on connaît très bien. C'est Alex Lutz et Thierry Lhermitte qui viendront également pour ces rencontres de la Sens. Tout à fait, ça c'est le dimanche, en fait, en témoignant de leur passion et de leur parcours, puisque l'un comme l'autre ont découvert cette approche éthologique avec un vrai amour des chevaux et viennent le partager avec le public avec beaucoup de générosité et on les en remercie. Alors chaque année, je crois, les rencontres de la Sens, ça regroupe 5000 participants. Là, l'objectif cette année, c'est de faire encore plus, on imagine ? Toujours plus. Alors on prie pour la météo, qui est quand même notre principal ennemi cette semaine. Mais oui, bien sûr, toujours plus de monde pour partager avec le plus de monde notre passion du cheval. Oui, l'idée, c'est de partager cette passion. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci Anne de Sainte-Marie, directrice du Haras de la Sens. Il organise, je rappelle, de vendredi à dimanche, les 16e rencontres de la Sens. C'est de 10h
à 18h, tarif de 16,20 € et on peut retrouver plus d'informations d'ailleurs sur le site internet du Haras de la Sens, c'est lasens.com. Merci d'avoir été avec nous. Une info pratique avant de refermer ce journal. Saint-Quentin en Yvelines a simplifié l'accès aux 7 déchetteries du territoire. De nouvelles cartes d'accès permettent depuis le 1er septembre un accès sur site 7 jours sur 7. À chaque profil, sa carte pour identifier le dépositaire. Les particuliers peuvent se rendre aux déchetteries jusqu'à 50 fois par an. Si vous possédez déjà un badge, pas besoin de renouvellement. Demande de carte et renseignements sur le site sky.fr/déchets. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Replay et reportages à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée à tous.